Mais ce sera demain la bande originale, car pour l'instant sur France Inter, c'est bien par Jupiter. Oui, même s'il y a Thomas VDB qui nous fera une infidélité. Exactement. Enfin, bon. Merci Laetitia Gaillet. Elle vous en prie. Let's go. Go. Salut les amis. Salut Charline. Je suis à bloc aujourd'hui, on reçoit Yves Citon. Ah, ce bon vieux Yves, évidemment. Oh, moi je connais Yves Citon, c'est un penseur suisse. Oui, tout à fait, il est professeur de littérature, il est passionné de politique. Ah bah super, moi je suis chimiste et charpentier, génial. Son livre s'appelle Contre-courant politique, oui. c'est un essai qui revitalise le discours politique. Bon, je vais te le revitaliser, moi le discours politique, tu vas voir. Tu vas mettre un gilet jaune, tu vas casser les vitrines. Qui c'est qui est sur le terrain tous les jours là? Qui va à la rencontre des Français? Et qui c'est qui fait un beau résumé de l'actualité dans le 17h17? Alors là, justement, attendez, alors là, ne bougez pas. Pardon? Parce que là, nous avons un parfait exemple de ce que Yves Citon appelle les conflitistes contre les irénistes. Mais quoi? Bon, Guillaume, toi, t'es plutôt conflitiste. Tu m'étonnes. Écoute ce qu'il dit. La puissance des conflitistes tient à leur caractère intraitable. On ne peut pas les traire comme la première vache à lait réformiste venue. Voilà, je suis d'accord, on n'est pas la CFDT. Et toi, Alex, tu serais plutôt iréniste. Alors j'ai déjà pécho des IRES. Mais non. Les irénistes, ils aiment la paix, ils cherchent partout le consensus, ils arrondissent les angles. C'est ça. C'est toi, ça. C'est moi, j'aime beaucoup la paix, moi. Ah oui, comme Miss France. Oh, ça va, Miss France, je trouve qu'elles font ce qu'elles peuvent. C'est du bullshit, Miss France, c'est la représentation télévisuelle de la domination masculine, c'est tout. C'est une très belle cérémonie. Non, attendez. Attendez. Si je puis me permettre de reciter Yves Citon, nous avons besoin de polarité, mais c'est toujours entre les deux pôles qu'on doit trouver où vivre. Bref, c'est ma posture qui est la bonne. Comme par hasard. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission, cet endroit où la blague propose un moratoire sur l'actualité. Les Gilets jaunes réfléchissent à s'organiser en parti pour les européennes. La France aurait donc un parti des automobilistes comme il en existe en Suisse et en Allemagne. Reste à élaborer un programme. C'est à qui le tas de ferraille qui est devant mon bahut, là? Il y a un con qui me bloque et je peux pas sortir. En pleine crise, l'Élysée rénove la salle des fêtes dont le coût s'élève à 600 000 €. C'est la malchance du timing. Donc heureusement que le palais avait opté pour la transparence et l'explication. C'est Brigitte Macron qui est à la manœuvre. Une fois que les peintures sont refaites, ce sera impec. C'est déjà impec. C'est un effet nuage tout pixelisé avec une goutte de violine. Les forces de l'ordre changent de tactique pour samedi, car cette nouvelle journée de mobilisation fout les jetons à tout le monde. Entre la violence et l'activisme pacifiste, il existe peut-être un espace pour un activisme hilar. C'est ce qu'on appellerait une alter-radicalité. Si je suis en colère, je m'exprimerai de façon colérique. Tu permets ça? Ça, c'est un mauvais exemple. Lui, il représente le courant ultra-radical de la Brève. Exactement. C'est Alex Vizorek. Exactement, il n'y a pas de brimade de la brève. De fin de phrase. Il n'y avait pas de fin de phrase. C'est là qu'on voit que je ne lis pas au lancement. Et c'est tout le plaisir de l'improvisation qui parfois se termine en un échec. Malgré tout, une toute belle équipe autour de la table à 17h20. Celui qui, grâce aux Gilets jaunes, n'est plus le seul à regarder BFM TV de 6h du matin à 23h30. Vous êtes beaucoup. C'est vous, Pablo Mira, bonjour. Salut Alex, salut Charline, Guillaume. Alors aujourd'hui, allez, je vous dirai pourquoi selon moi c'est désormais aux Gilets jaunes de faire des efforts. Alors pas vestimentairement, ça s'est perdu d'avance, hélas, mais socialement. À tout à l'heure. À 17h30, celui qui est tellement vigilant à la maltraitance animale, qui m'engueule quand j'ai un chat dans la gorge, c'est vous, Guillaume Meurice. C'est vrai, c'est un Bonjour. scandale. Eh bien, écoutez, moi j'ai encore et toujours cherché des solutions au conflit des Gilets jaunes. Je ne fais que ça, donc comme tous les jours. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même de nouvelles taxes. Vous pouvez taxer la TVA aussi. Ah, eh ben c'est pas bête. Eh ben, on y viendra, c'est pas con. Et à 17h40, celle qui est là tous les jours en ce moment, au point qu'on a hésité à rebaptiser un studio à son nom. Et là, elle a dit non. Par contre, l'idée que le bar Le Bel Air soit rebaptisé le Juliette Arnaud, là c'est oui. Bonjour. Bonjour Alex. De quoi vous parlez? Vous voyez le Japon? Oui. Vous voyez Simone de Beauvoir? Moins bien. C'est un tort, Mme Sartre. Eh bien, imaginez un mix des deux et bam, c'est le roman dont je vais vous parler. Réjouis. Et voici celui qui, avec ses contre-courants, va créer un court-circuit dans l'open space. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Un Helvète rouge. Il y en a peu. L'Helvète. Oui. Alex Vizorek. Et oui, un penseur de la gauche, et il a fallu le trouver en Suisse, les amis. Il Yves paraît que c'est Citon. un peu fréquent, parce que moi un jour j'avais fait cette blague en disant à Genève il y a des marxistes, Ouais. etc. Et j'ai reçu plein de gens
de mails de gens qui m'ont dit non, il y a des marxistes à Genève. Non seulement il y a Vous des confirmez? marxistes à Genève, mais j'ai grandi à Genève et il y avait des maires communistes régulièrement à Genève, du fait de l'alternance, du fait qu'en Suisse on fait des compromis. J'ai plusieurs années de ma vie, j'ai vécu à Genève sous un maire communiste. Et ça se passait très bien. Faisons connaissance un peu avec vous. D'abord, vous êtes professeur de littérature et médias à Paris 8. Vous êtes souvent qualifié de penseur suisse. Non, c'est comme ça qu'on vous qualifie. Le Trois penseur personnes suisse. qui parlent de moi comme penseur suisse. Mais c'est un grand honneur. Vous dirigez une revue politique, artistique et philosophique qui s'appelle Multitude. Vous avez été batteur dans un groupe de punk et vous avez présenté une émission de radio qui s'appelle Zazirocratie, qui mêle free jazz, indé rock ponctué de lectures philosophiques. Vous êtes tellement Radio France, Yves Citon. C'était Radio Campus Grenoble, c'était voilà. pas Radio France encore. Vive Grenoble. Donc c'est un mélange de FIP, culture, inter, si vous voulez. Alors vous publiez Contre-courant politique, paru chez Fayard dans la collection Raison de plus, avec une couverture de Louison, la dessinatrice qu'on embrasse. C'est un essai contre le discours dominant qui prétend qu'il n'y a plus ni droite ni gauche. Vous dites que ce clivage, il est toujours bien là, que la gauche, elle existe, mais ce qui l'a tué, finalement, c'est la synthèse de tous ces courants, car elle est traversée de nombreux courants qui, finalement, existent en chacun de nous. On est tiraillés, les partis sont tiraillés, vous les répertoriez. Alors, Yves Citon, qu'est-ce que cette cartographie que vous nous proposez, et est-ce qu'elle doit nous aider à nous orienter ? Alors à la fois je dirais à nous orienter, à nous ou désorienter ou réorienter. La gauche et la droite, on dit beaucoup que ça n'existe plus, etc. Moi j'y crois pas du tout. Et pourtant, dans la gauche, il y a des gens qui me semblent dire des choses très intéressantes sur certains aspects, et les mêmes personnes disent des choses qui me semblent beaucoup moins attirantes pour moi. Et donc parler en termes de courant plutôt qu'en termes de parti, essayer de nommer des polarités dans le livre. Donc il y a une dizaine de polarités, comme les transparentistes, les opacistes, les accélérationnistes, les ralentistes. Les terroristes et les désiristes. Voilà, les terroristes. Terreur et pas terroristes. Oui. Et donc là, il me semble que ça permet à l'intérieur de la gauche de voir des tensions, des sortes de champs de tensions, des courants au sens de courants électriques, au sens où des polarités plus ou moins, on ne choisit pas l'une ou l'autre. L'électricité, c'est la tension entre ces polarités qui fait de la résistance, qui fait de l'électricité, qui fait de la lumière, qui fait du son, etc. Et on va en aborder 3 avec des exemples d'actualité, car chaque sujet que nous avons choisi est en fonction de ces courants. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, mais c'était personnifié avant? Parce il y a beaucoup de mots en iste. Mais avant, on avait à droite les juppéistes, les sarkozystes, les fionistes, à gauche les hollandistes ou les valsistes. Avant, les courants étaient représentés par des personnalités. Voilà, moi j'aime pas trop les personnalités. Vous avez vu que je parle un petit peu de individualisme. Je me méfie un petit peu de ceux qui croient qu'on est des individus souverains et que ceux qui votent pendant les élections, ce sont des individus souverains qui choisissent librement et de façon inconditionnée ce qu'ils votent ou ce qu'ils disent. Moi, il me semble qu'on est traversé justement par des courants médiatiques. Ce que je dis maintenant dans ce micro qui est en train de passer par les ondes ou par Internet, ça affecte les gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui sont en train de faire des choses. Et que le résultat du bonhomme. Ça affecte, ça fait pleurer, ça fait rire, ça endort, ça peut faire plein de choses. Au volant, ça peut être très dangereux, mais ça affecte au sens où ça produit des affections et des affects. Et je crois que lorsque tous les 5 ans on fait un vote, c'est un petit peu le résultat de ce qui a circulé par tout ceci. C'est pour ça que je parle de médialistes, justement les gens qui essayent de penser la société à travers ce que les médias nous font, à travers ce que nous faisons à travers les médias. C'est sûr que écouter les grandes gueules tous les jours à fond la caisse dans sa caisse, ça n'est pas sans conséquence. Un exemple, vous dites, il y a par exemple ceux qui, les accéléristes et les ralentistes. Un exemple de tiraillement interne qui existe dans les partis, c'est je veux ralentir, je suis ralentiste, mais j'écris un mail intitulé urgent. Et donc c'est cette partie de ces tiraillements entre deux pôles que vous expliquez. Vous dites aussi que les mots de la politique sont galvaudés. Quand on entend les politiques dire il faut réformer, lutte contre le chômage, allègement de la fiscalité des entreprises. Vous dites que ça alimente un ras-le-bol et la colère qu'on connaît aussi en ce moment. Mais employer d'autres mots, c'est vraiment le début d'une solution ? Alors le début, vraiment le tout début, ou une petite partie de la solution. C'est pas simplement. Proposer, c'est un prisme littéraire. Voilà, parce que moi je suis littéraire, parce que moi c'est mon métier, ou ma petite compétence, s'il y en a une, c'est de réfléchir sur les mots. Donc moi j'essaye de proposer d'autres mots, et derrière ces mots il y a quand même des choses comme des idées. Mais c'est clair que ça suffit pas. Il me semble quand même qu'on est prisonnier de nos mots lorsqu'on parle par exemple de chômage, lorsqu'on parle de dette des États, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat. Aujourd'hui on parle beaucoup de pouvoir d'achat avec les. Mais le chômage, on va pas l'appeler courgette
pour qu'ils disparaissent. Bah, ça serait intéressant. Si chaque fois qu'un politicien dit chômage, il dit courgette, à mon avis, déjà, ça fera réfléchir un petit peu différemment. Et de parler de chômage, c'est à la fois, ça désigne quelque chose qui est douloureux. Il y a plein de gens qui sont au chômage et pour lesquels c'est douloureux. Et ça présuppose des choses sur l'emploi, sur le travail. Le chômage, ça veut dire qu'on n'a pas d'emploi. On n'a pas d'emploi salarié. Et donc, c'est comme si on était sans travail. Pas du tout. Il y a plein de gens qui travaillent au chômage. Il y a plein de gens qui travaillent sans avoir de salaire. C'était les ménagères. On s'est battu pendant des années dans le mouvement féministe pour dire que les ménagères travaillent même s'ils n'ont pas de salaire. Donc de dissocier l'emploi et le travail, c'est déjà essentiel. Et lorsqu'on parle de chômage, on s'emprisonne dans des catégories qui nous empêchent de trouver des solutions. Moi, avec Multitude, je suis pour le revenu universel. Et le revenu universel, c'est une façon, non pas de soulever, d'évacuer tous les problèmes, mais déjà qu'on parle très très différemment, qu'on ne parle plus vraiment de chômage comme on parle de chômage aujourd'hui. Il me semble qu'on est autant prisonnier du mot et de l'idée de chômage que de situation économique. Vous repensez donc la gauche, mais votre éditrice chez Fayard, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Elle va bien ? Elle va bien. Elle est redevenue bien de gauche. Vous l'avez remis. Moi, je ne donne pas des certificats de gauchisme ou pas. Je suis reconnaissante parce qu'elle m'a invité à publier ce livre et qu'elle a soutenu. Elle a retrouvé du boulot et ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est Oui, parce qu'elle était en courgette à une époque. Ex-ministre de l'Éducation dans un gouvernement qui a été un peu le fossoyeur de la gauche, d'où la blagounette, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est cette collection, Raison de plus. In the Midnight Hour, c'est Wilson Pickett qui a le nom d'un coureur automobile, mais qui est le pionnier de la musique soul, enfin l'un des pionniers de la musique soul. Wilson Pickett sur France Inter. Notre invité dit que les outrances des politiques épuisent notre attention et insultent notre intelligence. Il propose de revitaliser le discours politique. C'est le penseur suisse, le rouge helvète, Yves Citon, qui repense la gauche. Et pour l'entourer, Alex? Eh bien, les outrances de nos chroniqueurs qui épuisent les oreilles de nos auditeurs, eh bien, ce sera Pablo Mira, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Breaking news. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires, mais elles ne seront jamais des reculs. Le journal de presque 17h17.
Oui, c'est bon. Et on commence par les titres. Climat insurrectionnel en France. Téhéran appelle Paris à cesser les violences contre son peuple. Oui, quand tu en es au stade où c'est l'Iran qui te rappelle à l'ordre, c'est que ton pays va pas bien. Ouais, mais via Russia Today, donc il y a une explication. En raison de la manifestation prévue samedi, le match du PSG est reporté à la demande de la préfecture de police. Et oui, et c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'ils arrivent vraiment à ennuyer les plus riches. Et les brèves. Et oui, les gilets jaunes n'auront pas l'annulation. Des brèves. Commence par une éphéméride. Oui, aujourd'hui c'est la journée mondiale du bénévolat. Et oui, on a tous évidemment une pensée pour Nagui, qui la pratique maintenant depuis 4 ans sur cette antenne. Allez, politique française. Oui, on commence par la réaction de Gérard Collomb sur les gilets jaunes. Ouais, donc Gérard, vous pensez quoi de l'action de Christophe Castaner? Ouais, donc vous regrettez pas d'avoir quitté le gouvernement juste avant les événements, quoi. Voilà, c'était l'interview exclusive de Gérard Collomb. Et quant à Nicolas Dupont-Aignan, il accuse les casseurs de Castaner d'avoir saccagé l'Arc de Triomphe. La théorie du Dupont-Aignan, c'est que Castaner recrute des types pour casser, sachant que c'est Castaner lui-même qui sera pris pour une truffe. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, Dupont-Aignan, il s'était bien allié à Marine Le Pen, sachant que c'est lui-même qui allait passer pour une truffe. C'est cohérent. Sur LCI, ce matin, Marlène Schiappa a déclaré ceci. Moi, je pense pas qu'il faille moins d'impôts dans l'absolu. Je pense qu'il faut mieux d'impôts. Il faut mieux d'impôts. C'est elle qui dénonçait la tournure grammaticale de la fête à Macron. Elle revitalise le discours politique avec les nouvelles tournures grammaticales. Autre intervention brillante. Brillant, Laurent Wauquiez, ce matin. Caroline Roux a posé cette question. Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir enfilé le gilet jaune, Laurent Wauquiez? J'ai jamais enfilé le gilet jaune. Et un jour, même sa voix le trahit. Il va nous annoncer qu'il ne savait pas qu'il était auvergnat. De son côté, Alain Juppé appelle les gilets jaunes à un moratoire des manifestations. Et ouais, j'ai l'impression que dans son EHPAD à Alain Juppé, les images de BFM Télé tournent à fond les ballons. Concernant la marche pour le climat qui est prévue samedi à Paris, Nicolas Hulot trouve que ce n'est pas le moment. Et ça, c'est vrai, parce que si en plus des gilets jaunes, des bleus, des foulards rouges, on rajoute les verts, Paris va ressembler à un pull Desigual et c'est l'objectif de personne. International à présent, car il est dans la rubrique internationale. Oui, aujourd'hui, Manuel Valls a été hué à Barcelone par les indépendantistes. Et visiblement, quand il a déménagé en Espagne, il a emmené sa cote de popularité avec lui, Manu. Un soldat américain a été condamné à 25 ans de prison pour collusion avec Daesh. Et pendant ce temps-là, en France, le patron de Lafarge a repris 2 fois de la sauce aux truffes sur son homard. Allez, les brèves. Oui, dans une lettre ouverte publiée dans Télérama, Catherine Deneuve s'emporte contre Laurent Delahousse, qui a produit et réalisé Un jour un destin. Voilà, un portrait qu'elle juge indigne, navrant et morbide à souhait. Là, je suis sur le cul. Quoique Catherine Deneuve ait adressé cette lettre ouverte. Mais non, que Laurent Delahousse ait réussi à se mettre quelqu'un à dos. Il passe sacré à cirer les pompes de tout le monde. Bien joué, Lolo. Et la dernière. Allez, un petit cadeau qui m'a été envoyé par une auditrice. Est-ce que vous connaissez le magazine catholique L'Invisible? Ah non. Eh ben moi j'ai découvert. Eh bien, qui est en couverture de L'Invisible? Olivier Giroud. Déjà, c'est une excellente vanne. Mais regardez la phrase en exergue. Je prie avant tous les matchs et je crois là qu'on a la preuve ultime que Dieu n'existe pas. Merci Alex. Vous écoutez Par Jupiter, c'est le... pas digéré la défaite au Coupe du Monde, j'ai l'impression. Parce que Giroud, il est champion du monde en fait. Il n'a peut-être pas beaucoup de buts ni de possession, mais il a la coupe. On peut parler avec Yves Citon, c'est bon? Mais Yves, il est d'accord avec moi, c'est un iréniste. Donc il est contre le conflit. Yves Citon qui publie Contre-courant politique chez Fayard, car comme les partis, nous avons tous en nous des clivages internes, des courants. En voici un. La France est peut-être en train de faire éclore un parti des automobilistes, comme il en existe en Suisse ou en Allemagne. Les revendications des Gilets jaunes ne se résument pas qu'au prix du carburant, c'est vrai, mais leur vision politique est-elle conditionnée par le cadre de leur pare-brise et surtout par les embouteillages? Voyons. C'est pas vrai, putain, mais tu l'avances ton gros cul, ça fait 50 bornes que je suis là. Quoi? Si t'es pas content, t'as qu'à doubler. Pauvre naze. Doubler pour aboutir avec une fille, je vais pas aller dans le ravin. Putain, et mon peu dans ta gueule. Oh putain. Mais tu vas la bouger ta caisse. Nous on est en vacances, on est là pour détendre. On est là pour prendre du plaisir. Merde. Voilà les conséquences, bien sûr. Il n'y a pas que des irénistes. C'est un gars, une fille, Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Alors, Yves Citon, quand on fait tous les jours le trajet maison, boulot, matin et soir, dans sa caisse, qu'on est sur le périph' ou sur une départementale où ça n'avance pas, est-ce que ça conditionne une vision du monde? Est-ce que la bagnole crée un cadre de réflexion qui peut-être produit aujourd'hui ou va produire un parti des automobilistes?
Alors d'abord, comme vous l'avez dit, les partis des automobilistes, ça existe. Ça a existé en Suisse, ça a existé dans différents pays plutôt germaniques. Et moi, l'idée, c'était de se dire, des gens qui votent pour Trump, des gens peut-être qui ont voté pour Poujade dans certaines années ou qui se retrouvent maintenant avec des gilets jaunes, on pourrait dire qu'ils pensent à partir de leur expérience d'automobile, qui est quoi ? Qui est d'être isolés de l'extérieur, d'avoir des autres, un rapport aux autres qui est, comme le disait votre petite entrée, un con qui me bloque. Celui qui est devant moi, je me porterais mieux s'il n'était pas là, parce que j'irais plus vite et je serais plus vite chez moi. Et donc, il y a un certain rapport aux autres qui est conditionné par le fait de conduire une voiture, que j'ai moi aussi bien lorsque je conduis une voiture, qui, me semble-t-il, peut marquer ou peut exprimer une certaine position plus généralement politique. Et alors, le danger par rapport aux gilets jaunes, c'est justement de les identifier comme des automobilistes, de les réduire à ça, de dire ils se battent simplement contre la hausse du prix du carburant, alors que si on les écoute, on entend que c'est plutôt des questions d'inégalité sociale, c'est plutôt des questions d'injustice qui sont là. Donc moi, je fais le livre pour dire on est toujours tous un peu automobilistes, sauf peut-être des zadistes ou des gens qui fonctionnent qu'à vélo, mais la plupart d'entre nous, on est automobilistes du fait qu'on est dans ces conditions-là. Et l'autre pôle, c'est les médialistes qui, au contraire, reconnaissent qu'on a besoin de la médiation des autres pour faire tout ce qu'on fait et qu'on est tiraillé entre les deux. Quand je suis automobiliste, celui qui est devant moi, c'est un con qui me bloque. Alors que si je suis médialiste, je me dis peut-être que le type devant moi, il va bosser, il va faire du pain et que je peux avoir mon pain le soir parce qu'il a été faire du pain et que s'il n'était pas là à me bloquer, il ne ferait pas de pain et que j'aurais pas de pain le soir. Mais ces différentes attitudes qui sont les deux vraies, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il me bloque, puis c'est vrai qu'il fait du pain, c'est ces tiraillements-là que j'essaye de comprendre. Voilà. Il me semble qui tiraille la gauche, qui tiraille les gens qui m'intéressent, et que d'essayer de comprendre ces tiraillements, ça va peut-être nous aider à construire un autre vocabulaire politique. Et c'est typiquement se dire, le gars qui est juste devant moi, mince, il va me prendre ma place de parking, pourvu qu'il la prenne pas, c'est ça. Voilà. Donc il devient quasiment un ennemi, alors que... Lui, l'étranger, les gens qui viennent chez nous, qu'est-ce que c'est que les gens qui viennent chez nous ? Ils vont rajouter des bouchons, ils vont empirer les bouchons, donc on veut pas que des gens viennent chez nous. Et donc tout ça, c'est pas complètement idiot, et en même temps, il faut essayer de se positionner face à ceci. Et là, pour le coup, pour les Gilets jaunes, donc j'ai écrit ça bien avant que les Gilets jaunes existent, à la fois une sorte de correspondance avec le Parti des automobilistes, on pourrait identifier les Gilets jaunes à ça, et j'ai justement envie de dire, c'est pas ça, ou ça serait dangereux. Les Gilets jaunes, il me semble qu'ils sont ce que nous en faisons dans des émissions comme ceci, ce qu'on dit des Gilets jaunes, la façon dont on interprète les Gilets jaunes, ça fait ce que seront les Gilets jaunes demain. Moi, je suis littéraire, donc je crois que c'est les interprétations qui construisent le sens, et qu'il est très important de ne pas les réduire à des automobilistes. Il y a une part d'automobilistes en eux, comme peut-être en moi, mais de dire, si on les écoute un petit peu plus loin que simplement le gilet jaune et bloquer des carrefours, c'est de se dire, c'est quand même des questions d'injustice sociale. Pour moi, c'est plutôt une réaction contre le néolibéralisme qu'une réaction pour la voiture. Et pour terminer avec ce sujet, vous dites à un moment, les embouteillages et nos marchés du travail tendent à faire de chacun de nous un automobiliste frustré, parfaitement disposé à s'aligner derrière le premier conducteur venu, un petit fureur, vous dites, réclamant le renvoi de tous ceux qui sont tentés de me suivre de trop près sur les routes de la prospérité. Vous êtes d'accord avec Daniel Cohn-Bendit qui a dit hier matin sur cette antenne qu'il y avait peut-être une tentation autoritaire des Gilets jaunes? Ça, c'est dur. Elle vous compare à Cohn-Bendit, c'est une provocation. Je sais pas. Moi, j'essaie justement pas d'interpréter trop fortement les Gilets jaunes. J'essaie plutôt de nous mettre en garde contre des interprétations qui les réduisent à un manque d'intelligence, alors que je crois qu'il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi une grande intelligence là-dedans et que c'est à nous de la faire émerger, parce qu'elle va pas forcément émerger tout seul. Vous avez dit, on peut pas les limiter à pour la voiture et il faut les imaginer contre le néolibéralisme. Mais la voiture, c'est par excellence l'image du néolibéralisme. C'est le Fordisme qui a voulu justement la consommation par l'ouvrier du produit qui crée. Donc c'est un peu étrange, ça. Bah oui, c'est étrange et c'est contradictoire. C'est ça, c'est que c'est contradictoire. C'est déjà contradictoire quand on est automobiliste de bloquer des carrefours. Je m'excuse, mais c'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça tout à fait réjouissant. Vous répondez par l'absurde, mais c'est pas faux. Moi, j'ai pas une grande tendresse ni pour les automobiles ni pour les automobilistes, et je trouve le fait que ce soit les automobilistes qui bloquent des carrefours, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, voilà, ils se rendent compte eux-mêmes. Et alors, je crois que si on dit pas les gilets jaunes, mais qu'on prend des gens, qu'on leur laisse un petit peu de temps de réfléchir et de parler, je crois pas qu'ils vont jouer à la Trump en disant il n'y a pas de souci de climat, il n'y a pas de souci, etc. Peut-être qu'ils trouvent, et que c'est pas idiot de trouver que payer des impôts sur la benzine pour eux qui ont des bas revenus, que ça soit difficile.
mais qu'il serait tout à fait prêt à reconnaître qu'il faut faire quelque chose pour pas que ça s'empire au niveau climatique. Et c'est le premier chapitre de votre ouvrage, Les automobilistes. Vous dites aussi que le capitalisme néolibéral obsédé d'austérité, eh bien son petit nom le plus familier pourrait être idolâtrie du bouchon. C'est dans Contre-courant politique paru chez Fayard avec beaucoup d'esprit. Il est 17h30 sur France Inter. Il y aura moins d'esprit. Et oui, c'est l'heure de passer la parole à celui qui détient le record de victoires aux jeux télé. Tout le monde veut prendre sa démagogie. C'est vous, Pablo Mira. Ouais, j'ai failli perdre l'autre jour contre Laurent Wauquiez, adversaire redoutable. Ouais. Pablo, aujourd'hui, vous revenez sur le mouvement des Gilets jaunes qui continue malgré les annonces d'Édouard Philippe, qui va plutôt dans leur sens. On va dire ça, oui, Charline. Alors moi, je vous le dis, j'ai peur que ce conflit entre Gilets jaunes et le gouvernement suive le même chemin que la carrière musicale de Guillaume et se dirige donc vers une impasse, tout simplement. Pourtant, les Gilets jaunes auraient des raisons d'arrêter leur mouvement, ils sont archi gagnants pour le coup. Dès janvier, donc plus 3% pour le SMIC et moratoire sur la hausse du prix du carburant, donc hausse directe de leur pouvoir d'achat. Puis dès le mois de juin, fin du moratoire, donc hausse directe de leur pouvoir d'en chier. Et franchement, 6 mois sans hausse, c'est un énorme coup de pouce financier. Ça laisse largement le temps aux Gilets jaunes de mettre un peu d'agio de côté. La logique, vous voyez, voudrait donc que la colère laisse place à l'apaisement, histoire pour les Gilets jaunes de se montrer raisonnables et d'accepter le majeur tendu par Édouard Philippe. Mais non, la tension ne retombe pas et moi ça m'inquiète, je dois le dire, ce serait bien que ces Gilets jaunes apprennent à réclamer ce qu'ils souhaitent sans violence, parce que c'est pas possible qu'une manifestation dégénère en journée lambda de Sami Nasseri. Sans parler de l'impact économique, ça ne peut plus durer pour le coup, parce que suite aux incidents sur les Champs-Élysées, moi je veux dire, j'ai parlé à des serveurs et à des chauffeurs de taxi et ils m'ont tous dit qu'avec la fuite des touristes, ils ont perdu environ 20% de leur chiffre d'insultes. Pourtant, les Gilets jaunes ont décidé de maintenir leur mouvement, ce qui provient de leur manque de sérieux pour le coup. Quand je pense que ces personnes jugent inutile de voir Édouard Philippe. Non mais de quel droit ces gens se comportent comme le coiffeur du Premier ministre? Et ils me font marrer, je vais vous dire, avec leurs revendications là, on veut plus d'argent. Non mais l'argent, il tombe pas du ciel les amis, non, il tombe de la poche de Macron, mais uniquement si vous êtes CRS et que vous avez tapé du gilet jaune. Et attendez, vous connaissez la meilleure, j'ai vu ça dans les revendications, maintenant ils veulent quoi? Ils exigent quoi? Le retour de l'ISF. Non mais ils se rendent pas compte que ça va conduire à un nouvel exode des riches vers des régions du globe où on ne paye même plus d'impôts, chez Patrick Balkany, évidemment. Alors s'il y a avec l'ISF, mais non, ils demandent tout et n'importe quoi, ces gilets jaunes, dissolution de l'Assemblée nationale, suppression du Sénat, démission de Macron. Non mais on rêve. Ça va être quoi comme doléance la semaine prochaine? Une émission de Frédéric Lopez sans fausses larmes? Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Moi, je vous le dis, pour qu'on les prenne au sérieux, justement, il faudrait que ce mouvement se structure en vraie formation politique. Car aujourd'hui, où sont les leaders? Où sont les propositions concrètes? Où sont les mises en examen pour financement occulte? Nulle part. Au lieu de ça, on fait face à un mouvement chaotique qui se radicalise. Suffisait de voir les stigmates de rue de Paris. Samedi dernier, tout était détruit. La ville était méconnaissable. Moi, je vous le dis, je n'avais pas vu tel carnage depuis le dernier lifting de Rachida Dati. Casseur, docteur de la joue, même combat. Ils sont tellement enragés, je vais vous dire, qu'ils ne voient même pas qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir dans ce pays. Le gouvernement aussi, il souffre. Et est-ce que les ministres se plaignent, eux? Eh ben non, ils vont pas défigurer la République à coups de barre de fer. Ils ont la décence de le faire à coups de réforme, pour le coup. Malheureusement, je crains que le calvaire continue pour les Parisiens, car vous savez, c'est pas marrant d'être aspergé de gaz lacrymogène chaque semaine. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Alex à stopper la drague de rue. Pour conclure, malgré l'obtention de ce qu'ils réclamaient depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes prévoient un acte 4, encore plus violent. Leur cible, l'Élysée. Tout ce que j'espère, c'est que contrairement à l'Arc de Triomphe, les forces de l'ordre sauront protéger le joyau du palais présidentiel, la nouvelle moquette à 300 000 € offerte par Macron. Allez, bisous. Merci Pablo Mira. Pablo, qu'on peut voir en chair et en os, toujours au théâtre Trévise. Toujours au théâtre Trévise, à Paris, métro Grand Boulevard. Gilet jaune accepté, mais tarif plein quand même. Merci beaucoup, et Pablo. Il est très beau, c'est quelqu'un de très très beau, Pablo, faut le savoir. Yves Citon est avec nous jusqu'à 18h. On va reparler des clivages, des courants dans la gauche et ailleurs d'ailleurs. Gaël Faye, Flavia Coelho, une balade brésilienne qu'on vous propose.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches. Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degrés dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral, é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Cê torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, recair na gandaia, nas ondas do amor. Allongé la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile? Oh peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche 1 heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter. Vous écoutez France Inter, dans la place il y a Juliette Arnaud, Pablo Mira, Alex et Guillaume bien sûr. Alors, et voilà, bah, si tout le monde s'y met, bravo. Yves Citon qui publie Contre-courant politique. Et Yves Citon, vous écrivez nos problèmes sont beaucoup trop graves pour être abandonnés à l'esprit de sérieux ou de faction. C'est aussi le mantra de Guillaume Meurice. Oh, c'est beau comme enchaînement. Bon, bah, gilet jaune. Hein, quoi d'autre ça s'arrête jamais ce truc, en fait, c'est un feuilleton. On dirait La petite maison dans la prairie avec Christophe Ingalls-Castaner et Jacqueline Moureau dans le rôle de Nelly Olsen, hein, la méchante au 4x4 diesel. Mais il y a du nouveau quand même, puisque Édouard Philippe, qui avait dit, je vous le rappelle, moi j'ai un cap, j'irai jusqu'au bout, a finalement changé d'avis. Il me fait penser à Juliette Arnaud en soirée qui dit allez, je rentre, moi j'ai un cap, je rentre chez moi. Et tu la retrouves 2 heures plus tard sur la table. Ouais, j'ai changé de cap. J'ai nommé Jacques Daniels au gouvernement. Voilà, bon, hein, vous voyez l'idée. Alors, on s'en sort pas. Donc moi j'ai des propositions, je vais faire une proposition. J'ai une idée, pourquoi on ne taxerait pas la viande? Pas con le bouffeur de graines, hein. L'élevage émet plus de gaz à effet de serre que les transports. Par exemple, si Alex arrête de manger de l'andouillette, la banquise repousse quasi instantanément. D'ailleurs, s'il y avait que des visoreks, il faudrait 15 planètes, quoi. Vous imaginez 15 planètes remplies de visoreks. Déjà une seule avec un visorek, c'est hyper chiant. Donc voilà, je vous fais pas de dessin. Donc faut agir, c'est urgent. Je suis allé devant les bouchers charcutiers ce matin pour tester mon idée. Voilà, enfin, c'est plus une taxe, alors c'est de l'arnaque, là. Vous consommez beaucoup de viande, vous? Pas trop, non. C'est-à-dire? Une fois par jour, quoi. Ah bon, effectivement, ça va. C'est un petit peu une fois par jour. Des gens, ils mettent pas de côtelettes d'agneau dans ses chocs à pic. C'est déjà bien. Youpi, youpi, la planète est... Sauvée!
sauvé. Voilà, on est dans la consommation modérée. Poursuivons avec une dame sur l'effet dévastateur de la consommation de viande pour l'environnement. C'est ce qu'on dit. Vous y croyez pas? Vous savez, on est très manipulé. Hein. Ah, mais ça c'est intéressant si vous avez des infos. Non, j'ai pas d'infos, mais moi je suis persuadée qu'on est très très manipulé dans tous les domaines. Ça c'est des faits quand même. Oui, mais bon, et alors? Je suis très sceptique. Oui. Merde, je suis tombé sur la Claude Allègre de la Côte de Bœuf. Une viandardo sceptique. Hein. Mais ceci dit, elle me fout le doute, parce que peut-être elle a raison. Hein. Peut-être c'est un coup du lobby de la carotte. Hein. On sait qu'ils sont prêts à tout. Hein. Les légumes, c'est de la saloperie. Le lobby des légumes, il y a beaucoup de légumes au Sénat. On le sait, c'est un lobby très très puissant. Bon, heureusement, le peuple de France est vigilant. Ce monsieur aussi, il est vigilant. Non. Ça, il y a tellement de conneries là-dessus. Il y a une chose à faire. Alors là, je vais vous le dire. C'est tous les fonctionnaires, on les diminuerait le salaire de 10%, déjà, ça ferait pas mal d'économies. Ah oui, mais alors ça, c'est oui. Ah ben oui, mais moi, je parlais pas de cette viande-là. Oui, c'en est quand même. Ah, c'est vrai, là, c'est de la viande de fonctionnaires, évidemment. Hein. Je dis pas qu'il y a pas quelques viandes mortes dans l'administration. Ici même à Radio France, on le voit, hein, dans les couloirs, on se dit, bon, il y a des gens, ils seraient plus heureux en méchoui, hein, ils seraient plus épanouis. Là, il y a des bilans de compétences qui se perdent. Même Pablo, hein, si vous aimez la viande grillée avec supplément sébum, vous aimerez une cuisse de Pablo. Moi, je parlais de la viande d'animal, hein, on va dire la viande d'animal dont on devrait peut-être augmenter le prix. Donc. S'ils augmentent le prix de la viande, il va y avoir une manifestation encore, parce que la viande, c'est quand même un produit que tout le monde mange de la viande. Il y en a de plus en plus qui en mangent moins ou plus du tout. Ouais, mais après, tout ce qui est McDo, etc., Quick, au final, tout le monde mange de la viande. Hein. Donc il y aura la révolte du Big Mac. C'est ça, ouais. C'est un risque à prendre. Peut-être qu'il y aura des manifs où les gens balanceront du cholestérol sur les CRS. Je dis pas que c'est la solution idéale. Je dis que ce sera une autre évolution. Peut-être où les gilets jaunes seront remplacés par les gilets, taches de sauce gribiche. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, un gilet jaune, j'en ai croisé un ce matin. Donc c'est un mec qui faisait ses courses en gilet jaune. Autant vous dire qu'il était déjà un petit peu remonté. Il bloquait une botte de poireaux et des chaussettes en promotion. Donc il était bien vénère. Et il avait un gilet avec écrit dessus, au feutre. Après ma mort, tous ceux qui m'ont fait chier, de mon vivant, j'ai fait chier après moi. C'est ça que vous avez marqué sur votre gilet? C'est marqué derrière. Qui c'est que vous allez emmerder en priorité? Oh, tous les impôts, tout ça qui nous volent. Et on prend la taxe d'ordures, je paye. Mais les ordures, je les trie pas. Bam! Prends bien ça dans la gueule, allez, rien à foutre. Anarchy in the Startup Nation, Bakunin is back, les yaourts dans la poubelle bleue, mon pote, rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, là? Allez, viens, Castaner. Allez. Bon, allons voir des professionnels du secteur. Une charcutière pour savoir si mon idée de taxe l'intéresse. Écoutez, qu'ils essayent, on verra bien. Il y aura tous les bouchers dehors avec les véganes. Ouais. C'est un beau bordel. Hein. Ah ouais, puis en plus, vous êtes armés, vous? Oui, ils viennent pas trop nous embêter sur les marchés, les véganes. Nous, on leur met les pieds de cochon, les oreilles, ça les éloigne. Alors, attention à ça. La charcuterie n'éloigne pas les véganes. C'est comme les mecs qui mettent du saucisson à leur fenêtre pour éloigner les musulmans. Ça marche pas comme ça. C'est comme si vous mettez des posters d'Éric Ciotti pour éloigner Yves Citon. Bon, ça, si, ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est pas une science exacte, mais bon, le pied de porc n'est pas la kryptonite du vegan. Je préfère préciser et conclure avec cette charcutière qui se désole de l'attrait pour le végétarisme. Les Français broutent, ils ne mangent que du verre maintenant, regardez le maraîcher. Les Français broutent? Oui, du verre, et ça pollue. Bon, et pourquoi vous ne recyclez pas dans les maraîchers si les gens y broutent? Parce que chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Mais les vaches seront bien trucidées à la tronçonneuse en se vidant de leur sang après avoir ingéré la pharmacie du Tour de France en Médoc, sous l'œil complaisant de l'industrie de la barbaque. Peut-être qu'on devrait commencer par taxer l'indécence du gouvernement. Merci Guillaume Meurice à 17h43 sur France Inter avec un penseur de la gauche qui est suisse qui s'appelle Yves Citon. Végétarien. C'est vrai? Vous broutez aussi. Vache alpine. Eh ben ouais, moi je broute, désolé, je broute. Abordons cet autre sujet car l'Élysée ouvre ses portes aux médias pour justifier et expliquer la rénovation de la salle des fêtes dont le coût s'élève à 600 000 €, dont 300 000 € de moquette. Alors ça la fout mal parce que ça tombe pile pendant la crise, mais évidemment c'était pas fait exprès. Donc heureusement qu'on n'a pas découvert cette info dans le Canard enchaîné, parce que là, ça aurait décuplé la colère ambiante. Un renouvellement de moquette en pleine crise. Ça, à Radio France, on est bien placé pour vous en parler. Comment ça se passe, cette rénovation, opération transparence, tiens, en ce moment? Non. Donc quoi? Vous peignez au parquet Louis XV en blanc. Papa, on l'essuie. C'est de la peinture du mur parce que ça s'est renversé par terre. Mais pourquoi il est pas protégé avec des bâches, mon sol? À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture du mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches? Elles sont avec les portes dans le jardin. Mais pourquoi elles sont pas posées, mes portes et mes fenêtres? Avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous faites pas de mouron, le gars qui vous les a livrées va vous les poser, vos portes et vos fenêtres, aux portes et aux fenêtres.
Et pourquoi il les a pas déjà posés? Parce qu'il a eu un petit accident. Il s'est pris une porte. C'est Laurent Gamelon dans La Maison du Bonheur de et avec Danny Boone. Donc, Emmanuel Macron a eu le réflexe de dire, dès qu'on fait les travaux, on vous dit, venez voir, il y a une double page dans Le Monde ce week-end, la moquette à 300 000 €, etc. On a changé les rideaux. La transparence, c'est devenu un courant ultra majoritaire au point que maintenant les politiques en font un réflexe. Alors, la transparence, c'est ambivalent. C'est comme ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur les voitures et sur le fait qu'on est pris entre des tiraillements de polarités différentes. Il y a la transparence qui, je dirais, vient du bas, qui me semble plutôt salutaire. À savoir de savoir comment on dépense notre argent, de savoir pourquoi on met une moquette là alors qu'on pourrait peut-être faire autre chose. Ou les lanceurs d'alerte. Ou les lanceurs d'alerte, voilà, exactement. Et après, il y a la transparence qui s'impose de haut. Et là, qui devient beaucoup plus vite ambigu. Le prochain numéro de Multitude, d'ailleurs, sera ça. On va l'appeler tyrannie de la transparence. Pas du tout pour dire que c'est mauvais d'avoir de la transparence en soi. Il y a plein de bonnes raisons, à commencer par les lanceurs d'alerte. Merci, ils nous aident tous. Et en même temps, cette espèce d'idée que tout devrait pouvoir se voir devient assez vite, me semble-t-il, inquisitorial, voire coûteux. Parce que qu'est-ce que c'est que la bureaucratie, souvent, qui a son opacité propre? C'est d'essayer de rendre tout transparent. Pour le rendre transparent, il faut faire des papiers qui prouvent les choses. Et les papiers qui prouvent les choses consomment de plus en plus de temps. Moi, je vois qu'à l'université, je passe de plus en plus mon temps à faire des tableaux Excel, à faire des comptabilités, à rendre des papiers. Plutôt qu'à faire de la recherche. Donc on peut être un peu pour l'opacité, c'est ça que ça veut dire. Et voilà, il y a quelqu'un qui s'appelait Édouard Glissant, qui était un grand poète et un grand philosophe, et qui parlait de droit à l'opacité, et qui défendait ce droit à l'opacité comme un droit aux différences. Parce que si on rend tout transparent, ça veut dire qu'on part du principe qu'on peut tout évaluer avec un certain nombre de critères qui seraient consensuels, alors que qu'est-ce que c'est que les différences culturelles? C'est d'avoir des critères, des sensibilités, des valeurs différentes, et que si on n'a pas ce droit à l'opacité, si on veut imposer de haut la transparence à tout le monde, on va imposer les mêmes normes, on va imposer les mêmes formulaires, on va imposer les mêmes appareils, on va tous devenir fonctionnaires d'appareils parfaitement homogénéisés, unifiés. Et là, c'est la fin de toute une série de choses auxquelles on tient en tant qu'humain et en tant qu'ayant des cultures diverses. Donc la tyrannie de la transparence, ce sera l'objet de votre prochaine revue Multitude, qui est une revue de politique, d'art et de philosophie. Absolument. Et on peut aussi lire votre interview dans Télérama cette semaine, Yves Citon. Vous faites tous les grands médias cette semaine, Yves Citon. C'est les vaches végétariennes qui sont à la mode. Allez, avant de parler d'un autre tiraillement de courant, et notamment avec les solutions, peut-être comment on pourrait dire, l'alter-radicalité. Attention. Ça donne envie de rester. C'est pour ça que je lance juste avant vous, Juliette Arnaud. Comme ça, on se dit, je vais écouter Juliette Arnaud et derrière, je vais savoir ce que c'est que l'alter-radicalité. Oui, parce qu'en plus, moi, aujourd'hui, j'ai choisi un livre japonais en l'honneur de Carlos Ghosn. Ouais. Non, je déconne. Je l'ai choisi parce qu'il était écrit sur la couverture que l'auteur était la Simone de Beauvoir des lettres japonaises. Le livre s'appelle Les Dames de Kimoto. L'auteur s'appelle Sawako Ariyoshi. Le livre s'ouvre sur une grand-mère, Toyono, avec sa petite fille qu'elle a élevée, qu'elle a préparée pour être la meilleure épouse possible. Et à la fin du livre, Anna, la petite fille en question, est elle-même devenue grand-mère et veuve, et elle évalue son parcours. L'auteur écrit: penchée sur son passé, Anna n'avait pas l'audace d'évaluer la part qu'elle avait prise au succès de son mari. Elle s'estimait simplement heureuse de l'avoir eu pour époux. Et sans doute avoir été amoureuse de son beau-frère, moins ambitieux dans le sens plus plat ou convenu du terme, mais plus perspicace, plus fin, et qui, comme elle, lit des livres que son mari. Sans doute amoureuse, parce que ces choses-là ne sont ni dites par l'écrivaine, ni même seulement pensées de la sorte par Anna. Anna, elle, s'est juste appliquée à être la femme modèle dans la société japonaise de la fin du 19e siècle. Et où sont les femmes dans un système de famille patrilinéaire? Oui, c'est un mot que j'ai appris avec ce livre, j'en suis ravie. La famille patrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage du père. Ça signifie que la transmission par héritage de la propriété des noms de famille et des titres passe par le lignage exclusivement masculin. Bon, en gros, c'est au Japon, mais c'est chez nous, c'est chez tout le monde pendant très longtemps. Coucou Simone. Alors, je reformule, c'est comment être une femme? Alors, puisque où sont les femmes maintenant? On sait, c'est pas devant, pas à côté, c'est derrière. Assez loin, somme toute, quasiment hors cadre. Alors, c'est par exemple se concentrer sur son kimono à Anna, aux manches parfois si longues qu'elles peuvent aller jusqu'au sol, parce que savoir endosser ce vêtement fait partie de la bonne éducation d'une femme. Choisir avec grâce son hobby, qui est la ceinture de tissu plus ou moins large, qui est nouée avec suffisamment de raffinement pour maintenir en place le kimono. Enfin, sérieusement, Juliette? La vie d'une femme résumée à ce point de détail? C'est que, voyez-vous, entrer dans ce livre,
équivaut à rentrer dans un tableau impressionniste. Même mieux, c'est être avec le peintre dès les premiers coups de pinceau et donc forcément ne pas comprendre où on va au début. Et on reste néanmoins. Pourquoi ? Mais ça, c'est le fin sortilège de ce roman. On accepte de n'avoir d'abord qu'une vue de détail, sans saisir le motif qui tarde à venir, mais qui vient. Et quand il vient, le motif, alors on est comme ébloui, comme la première fois que l'on fait face au tableau de Monet. Impression, virgule, soleil levant. Vous savez, cette vue du Havre, ce n'est pas paysage qu'il l'a appelé, mais impression. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Alors le kimono, ce détail, prend toute son ampleur. Celui impeccable auquel se raccroche Anna lorsque son mariage ne fait pas que l'amuser. Celui que sa fille Fumio refuse de porter, préférant la robe des actrices du mieux américain. C'est le début de la mondialisation. Le hobby se barre comme le corset s'est tiré. Celui qu'Anako, la petite fille d'Anna, elle réclamera, parce qu'elle cherche le lien avec le monde ancien de sa grand-mère. Un kimono superbe en crêpe de soie rose aux pivoines blanches, mais qui doit être échangé après-guerre contre du blé. Et Anako remarquera, il ne lui resterait plus rien en dehors de la trace dans sa mémoire des moments passés avec sa grand-mère. Alors toi, lecteur, tu repasses dans ta mémoire intime ce qui te vient de ta grand-mère, sans forcément passer par ta mère. Quels objets disparus aujourd'hui incarnent ce lien ? Tu réalises comment, par petites touches quasi impressionnistes, les femmes sont rentrées dans le cadre, dans le paysage, même si au départ, ce n'était qu'une vague impression. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, on peut trouver cet ouvrage en livre de poche alors ? Mais bien sûr, c'est chez Folio, ça coûte que dalle. Super. Les Dames de Kimoto, Sawako Ariyoshi. Merci. Donc quand on a moins de 10 balles en poche, on peut le lire. On peut lire un chef-d'œuvre de Madame Sartre, mais au Japon. Merci beaucoup, Juliette. On est toujours en compagnie de Yves Citon et on va aborder ce dernier sujet sur les forces de l'ordre qui vont devoir s'organiser différemment samedi. Mais bon, c'est toujours sur les ordres de Castaner. Hein. Ça ne change pas. Cette troisième mobilisation parisienne fout un petit peu les chocottes. Les mémés à Chignon de l'avenue Foch font des réserves de sucre quand elles ne sont pas déjà parties barricader à Deauville. Si la police s'organise différemment, attention, les manifestants vont tenter de les surprendre aussi, car il existe des alternatives à la violence. Et oui, heureusement. Oh, ben voilà. Des bisous d'Edouard Philippe, des bisous de Doudou. C'est Philippe Catherine. Alors Yves Citon, c'est l'objet de courant et contre-courant dans votre ouvrage entre les... Non, attendez, c'est quoi ? C'est les conflictistes et les irénistes, c'est dans ces chapitres-là. Et vous parlez, je voudrais commencer par là pour qu'on comprenne, et pourquoi on l'a choisi en sujet 3 qui est d'habitude léger. Vous parlez de l'activiste américain Saul Alinsky, qui pratique une forme de terrorisme hilar. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord cet exemple de militants contre Kodak, par exemple. Alors, Kodak, oui, c'était les haricots rouges, c'est ça ? Ouais, voilà. Un concert philharmonique. Donc c'était des activistes, hein, c'est le peuple et les minorités opprimées aux États-Unis que Saul Alinsky allait aider à s'organiser, un organisateur. Et donc, comme type d'action, comme type d'intervention, il achetait des billets à la symphonie de la ville, laquelle était sponsorisée par Eastman Kodak. Il demandait à ses amis activistes de manger beaucoup de haricots rouges. Non. Et ensuite, il les amenait au concert et forcément, ça faisait des bruitages non intentionnels qui troublaient un petit peu les musiciens, les autres spectateurs, etc. Et donc, il avait fait quelque chose sur l'aéroport de Chicago pour ennuyer le maire de Chicago. Et ça donc, marche, Alors, il l'avait menacé, parce que ce qui est encore plus beau, c'est qu'il imaginait toutes ces choses-là, il les menaçait, après les gens avaient tellement peur, donc c'était de faire que, vu qu'il avait beaucoup de monde, c'était plein de gens qui étaient un peu misérables, mais qui l'organisaient et qui avaient du temps, ils allaient à l'aéroport de Chicago et ils faisaient la queue devant les toilettes et ils allaient aux toilettes. Et donc ils occupaient les toilettes et tous les voyageurs qui devaient aller aux toilettes entre deux avions ne pouvaient pas aller aux toilettes et donc tout le monde se plaignait cette saloperie d'aéroport de Chicago où on ne peut pas aller aux toilettes et il a fait plier le maire de Chicago par des tactiques comme ça, donc il appelle ça des shit-in au lieu de sit-in ou des fart-in, hein, les pétomanies au concert et je trouve que c'est quand même assez sympathique donc, comme pour mode samedi, d'action. on dit aux gilets jaunes, cassoulet.
Mais justement, c'est végétarien. Vous dites que les forces de répression sont démunies quand il y a un caractère inattendu de l'action. Il nous reste une petite minute avant le sketch. Je voudrais vous demander. Je voudrais vous demander si le modus operandi qu'on a vu samedi dernier, par exemple, qui était très violent et qui était aussi tagué l'Arc de Triomphe, c'était peut-être quelque chose d'inattendu, parce que ça faisait longtemps qu'en France on n'avait plus usé de violence. Ça fait partie de ces choses-là. Alors moi, mon livre, il est plein de graffitis, parce qu'il me semble que l'obscénité et la dégradation, c'est de voir sur tous nos murs de la publicité. Enfin, aujourd'hui, on fait de la publicité pour les voitures. Vous vous rendez compte ? Je garde le silence, parce que ça, on devrait tous se dire, mais pourquoi on fait de la pub ? Si on a besoin de nos voitures pour aller bosser, on a besoin de nos voitures, mais pourquoi faire de la pub pour rendre plus désirables des voitures dont on sait que c'est vraiment pas l'avenir ? Donc on fait de la pub pour les voitures, on trouve que ça c'est normal, et on fait des graffitis sur la pub pour les voitures, on trouve que c'est de la dégradation. Moi j'ai vraiment envie de renverser les choses. Les graffitis sont beaucoup plus poétiques, beaucoup plus intéressants, ils nous aident à rentrer dans l'avenir, alors que la pub pour les voitures, ça nous accroche au passé. Et d'ailleurs, oui, votre ouvrage, Un contre-courant politique, est donc illustré de votre collection personnelle, de pas mal de graffitis, d'affiches et autres qui sont... Oui, bien sûr. Et que vous retrouvez, j'imagine, sur les murs de votre université, parfois aussi à Paris 8. Alex Vizorek a une contre-proposition à vous faire. Exactement. Vous allez jouer à un sketch avec nous. Peut-être vous connaissez l'émission. Vous savez qu'on ne prévient pas l'invité. Il découvre son rôle. Nous sommes, vous et moi, compagnons de cellule de Carlos Ghosn. Parce que on a appris qu'il allait probablement passer Noël en prison. Alors, on va voir comment ça peut se passer. Guillaume Meurice, qui avait très envie de jouer ce rôle-là, est Carlos Ghosn. On se rend tout de suite au Japon. Joyeux Noël, Carlos! Non, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Ouais, on dit tous ça. Non, mais nous aussi, on est innocents, mais comme toi, ça fait plus d'un mois qu'on est en prison. Mais vous vous rendez pas compte, j'ai même plus le droit de me raser, là. Mais justement, Carlos. Avec votre barbe de 30 jours, on s'est dit que c'est toi qui allais faire le Père Noël. Ah c'est super marrant, ça. Vous savez que j'ai qu'un futon pour dormir, là. Plaignez-vous, il y a des gilets jaunes qui sont obligés de dormir dans leur Twingo. Oh merde, non, la Twingo, c'est ce qu'on a fait de plus laid. Mais les Français l'ont acheté. Mais oui, c'est la période où les Français, ils votaient Sarkozy, ils écoutaient les To Be Free. Ça sent pas très bon ici. Mais non, mais j'ai le droit qu'à 2 douches par semaine. Je me sens comme un ouvrier sur une chaîne de montage, là. Et la nourriture végétarienne, ça va? Seulement 3 bols de riz par jour. Même à la cantine, mes esclaves mangent mieux que moi. Vous avez fait une erreur, vous avez dit esclave pour ouvrier. Non, c'était pas une erreur. Ah, pardon. Allez, aujourd'hui c'est Noël, allez. Alors on vous a apporté des cadeaux. Ah bon, du caviar, des stock options, un golden parachute. Non, mieux. Je vois pas là, du coup. Alors, est-ce que c'est pas trop dur l'isolement? Oui, j'avoue que ma femme me manque un peu. Alors justement, surprise. Bonjour mon chéri. Attends, parce que vous n'êtes pas une femme en fait. Non, on s'est dit qu'une geisha pourrait vous remonter le moral. Je vais bien m'occuper de toi, mon petit Carlos. Tu aimes les enjoliveurs? Non, mais vous avez pas des vrais cadeaux pour moi? Montre-moi ton changement de vitesse. Moi j'ai un très beau cadeau. C'est le livre de Sawako Ariyoshi. Je connais pas. Vous connaissez pas les dames de Kimoto? Non. Juliette Arnaud l'a chroniqué dans Par Jupiter. Ah bah ouais, bon, on n'a pas nous tout compris à la chronique non plus, mais... Désolé, j'écoute pas les émissions de gauchistes. Carlos, soulève-moi le capot. Joyeux Noël. Vous me gardez ce son, Carlos, soulève-moi le capot. C'est vrai. Ça servira. Merci beaucoup Yves Citon d'avoir joué le jeu. Merci la transformation sociale, alors c'est un peu tout ou rien. Il nous reste quelques... Alors moi j'ai appris quelque chose hier que je trouvais assez rigolo, c'est qu'apparemment des gens essayent de monter un bot, un robot algorithmique pour collecter ce qui se dit dans les réseaux sociaux des gilets jaunes et pour envoyer le bot négocier avec le Premier ministre. Et je trouve ça tellement beau pour la Startup Nation, pour le numérique, qu'on envoie un bot qui collecte automatiquement ce que disent les gilets jaunes et que le Premier ministre s'assoit devant un algorithme et discute avec lui de comment réformer la France. C'est vrai, vous dites, les marcheurs sont les porte-drapeaux de ces marchés que nous sommes tous et qu'il faut périodiquement fouetter d'une réforme pour les faire avancer plus vite. C'est dans Contre-courant politique, paru chez Fayard, dans la collection Raison de plus. Et nous vous le recommandons vraiment chaudement. On a adoré ce livre. Je vous le file. Je veux Guillaume. bien. Ouais. Bah oui, j'ai pas lu. Ouais, bien sûr. Alors, Yves Citon, donc aussi directeur de la rédaction de la revue Multitude. Et puis, vous avez fait paraître au Seuil en 2017 une écologie de l'attention également. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci les amis. On se retrouve demain avec l'écrivain Guy Bollet. Et puis Paul Plumet, notre stagiaire, a choisi le mot de la fin. On va le laisser à celui qui a été batteur dans un groupe de punk. Ici, Yves Citon, toujours, mais le végétarien. Eh ben ouais, moi je broute. Désolé, je broute. Et vous, pour votre retraite?